Le soir où je me suis réfugiée dans ce café pour échapper à l'orage, je pensais que le pire moment de ma journée était d'avoir dû remplacer une collègue et de me retrouver coincée sous un temps épouvantable. J'ai commandé un thé, j'ai secoué la pluie de mes vêtements et c'est là que je l'ai entendu. Le rire de mon mari venant d'une banquette au fond, le genre de rire que je n'avais plus entendu depuis des mois. Quand je me suis retournée, ce que j'ai vu assis en face de lui a fait s'arrêter mon cœur. Parfois, les tempêtes à l'extérieur ne sont rien comparées à celles qui vous attendent là où vous vous y attendez le moins. J'aurais dû être rentrée depuis des heures. La pluie tombait si fort que je voyais à peine à 1 mètre devant mon pare-brise. Les essuie-glaces s'agitaient frénétiquement, grinçant contre la vitre à un rythme qui correspondait à mon épuisement. J'étais restée tard au bureau pour couvrir le quart de Sandrine, parce qu'elle devait être chez elle avec son mari. Une histoire de dîner d'anniversaire de mariage qu'elle ne pouvait pas manquer. J'avais souri et lui avais dit que ce n'était pas grave, que je comprenais. Maintenant, voûtée sur mon volant, plissant les yeux à travers le déluge, je me demandais si quelqu'un me couvrirait si j'en avais besoin. L'orage était arrivé vite, le genre qui vous prend au dépourvu même quand la météo vous a prévenu. J'avais ignoré les alertes sur mon téléphone, trop concentrée à finir des tableaux Excel et à répondre à des emails qui auraient pu attendre le lendemain matin. C'est pour ça que j'étais coincée à l'autre bout de la ville, loin de notre appartement, sous un temps où conduire semblait dangereux. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. L'écran s'est allumé avec le nom de mon mari, David. J'ai essayé de l'atteindre, mais mes doigts étaient engourdis à force de serrer le volant. Quand j'ai baissé les yeux, l'appel était déjà terminé. Pas de notification de message vocal. Il vérifie probablement juste où je suis, me suis-je dit. Peut-être qu'il se demandait quand je rentrerais, ou peut-être qu'il conduisait aussi et avait appelé sans réfléchir. Je n'ai pas rappelé. La pluie demandait trop d'attention. La circulation était à l'arrêt. Les feux stop brillaient en rouge à travers l'averse, flous et lointains. J'ai pensé à me garer, à attendre que ça passe. Mais l'idée de rester assise, seule dans ma voiture sur un parking, semblait pire que d'avancer. Au moins, bouger me donnait l'illusion de progresser. Puis je l'ai vu. Un petit café coincé entre une librairie et un pressing. Une lumière chaude se déversait par ses fenêtres embuées, perçant la grisaille de l'orage comme un phare. Je l'ai reconnu immédiatement, même à travers la pluie. C'était le même café où David et moi avions atterri par hasard il y a des années, quand nous venions d'emménager en ville. Nous avions été surpris par un orage d'été à l'époque aussi, riant en courant à l'intérieur, trempés jusqu'aux os. Nous avions pris des cafés dont aucun de nous n'avait besoin et nous nous étions assis près de la fenêtre pour regarder la pluie, parlant de tout et de rien. Je n'avais pas pensé à ce jour depuis des années. Le souvenir a tiré sur quelque chose de doux en moi, quelque chose que j'avais oublié. Sans vraiment décider, j'ai mis mon clignotant et je suis entrée dans le petit parking. Le café ressemblait exactement à mes souvenirs. Modeste, sans prétention, le genre d'endroit devant lequel on passe sans le remarquer à moins d'en avoir besoin. Maintenant, j'en avais besoin. À l'intérieur, il faisait chaud et l'air était chargé de l'odeur du café et de quelque chose de sucré qui cuisait à l'arrière. Du jazz doux, joué par des haut-parleurs dissimulés, se mêlant au bourdonnement des conversations. Ce n'était pas bondé, une poignée de personnes éparpillées aux petites tables, la plupart seules avec des ordinateurs portables ou des livres. Les fenêtres étaient complètement embuées, enfermant l'orage dehors. C'était comme entrer dans un autre monde. J'ai secoué la pluie de mon manteau et essuyé mon visage du revers de la main. Mes cheveux étaient humides. Mes chaussures couinaient sur le carrelage. Je devais avoir l'air terrible, mais personne ne semblait le remarquer. Au comptoir, une jeune femme aux yeux gentils m'a souri. « Sale temps dehors », a-t-elle dit. « Ne m'en parlez pas », ai-je répondu avec un sourire fatigué. J'ai commandé un thé au lieu d'un café, quelque chose d'apaisant, quelque chose qui ne me garderait pas sur les nerfs pour le reste du trajet. En attendant, j'ai scanné la salle pour trouver une place libre. La plupart des tables étaient même prises, mais il y avait quelques places vides vers le fond. C'est là que je l'ai entendu. Un rire, grave et familier, le genre qui traverse la pièce sans effort. Je connaissais ce rire mieux que le mien. Je l'avais entendu 1000 fois à table, au cinéma, dans notre salon tard le soir quand il y avait quelque chose de drôle à la télé. Mon cœur a raté un battement. Je m'imagine des choses, me suis-je dit.
La fatigue me joue des tours, mais je l'ai entendu à nouveau, et cette fois mon corps a réagi avant que mon esprit ne puisse pas suivre. Je me suis tournée vers le son, scrutant le café plus attentivement. Et il était là, David, mon mari, dans la banquette d'angle au fond, partiellement cachée par l'angle de la salle. Il avait l'air détendu d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Ses épaules n'étaient pas tendues, sa mâchoire n'était pas serrée. Il ne vérifiait pas son téléphone ou ne regardait pas dans le vide comme il le faisait à la maison. Il avait l'air libre, sans fardeau. Pendant une seconde, j'ai ressenti du soulagement. Il est là. L'homme que j'ai épousé, ai-je pensé. L'homme qui riait comme ça tout le temps. Puis j'ai remarqué la femme. Elle était jeune, au moins 5 ans de moins que moi, peut-être plus. Des cheveux bruns relevés en un chignon décoiffé. Elle portait un pull large qui tombait de son épaule. Elle était assise près de lui, pas en face comme des amis, pas à côté comme des collègues pourraient l'être. Elle était sur ses genoux. Pas assise droite, pas d'une manière plaisantine ou précaire. Non. Elle était blottie contre lui, ses jambes repliées sur le côté, son corps appuyé contre son torse. Comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, comme si c'était sa place. Le bras de David était autour de sa taille. Le monde a basculé sur son axe. Les sons du café se sont retirés. Le jazz, les bavardages, le sifflement de la machine à expresso, tout est devenu un bourdonnement sourd. Ma vision s'est rétrécie en tunnel. Tout ce que je pouvais voir, c'était eux, encadrés dans cette banquette d'angle comme une photo que je n'étais jamais censée voir. J'ai attendu que la colère frappe, ou la douleur. Mais ce qui est venu à la place, c'est l'incrédulité. Une confusion étrange et détachée, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer, pas la mienne. Ce n'est pas réel, ai-je pensé. C'est une erreur, un malentendu. Mais mes mains tremblaient. J'ai pensé à faire demi-tour et à partir, à faire semblant de ne jamais être entrée, de ne jamais les avoir vus. Je pourrais rentrer, me mettre au lit et me convaincre que cela n'arrivait pas. Nous pourrions continuer à vivre la vie que nous avions construite, celle où je ne posais pas trop de questions et où il ne donnait pas trop de réponses. Mais mes pieds ne bougeaient pas. Je suis restée figée là, tenant une tasse de thé que je ne me souvenais pas avoir prise au comptoir. La chaleur de la tasse traversait le carton, me brûlant les paumes, mais je ne pouvais pas lâcher prise. Puis il a levé les yeux. Nos regards se sont croisés à travers le café. Dans ce moment horrible et infini. Aucun de nous n'a bougé. La couleur a quitté son visage. Le sourire détendu, celui que je n'avais pas vu depuis si longtemps, a disparu instantanément, remplacé par un masque de pure terreur. Il savait que j'avais tout vu, et il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La femme a remarqué sa réaction avant de se retourner. Elle a incliné la tête légèrement, suivant son regard, la curiosité traversant son visage. Quand ses yeux se sont posés sur moi, elle n'a pas tressailli, elle ne s'est pas éloignée de lui. Elle m'a simplement étudiée, calme et désintéressée, comme si j'étais une interruption à laquelle elle ne s'attendait pas, mais qui ne l'inquiétait pas particulièrement. Puis elle a parlé. « Chérie, c'est qui? » Chérie. Le mot a claqué plus fort qu'une gifle. Tout gifle. Il a résonné dans ma tête, déformant tout autour de lui. J'ai senti ma poitrine se serrer. Mon souffle s'est bloqué quelque part entre mes poumons et ma gorge. David a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Je ne l'avais jamais vu sans voix auparavant. David avait toujours des mots, des explications, des justifications. Il pouvait se sortir de n'importe quoi par la parole. Un anniversaire oublié, une promesse manquée, un mensonge sur lequel je l'avais pris. Mais je laissais couler parce que ça semblait plus facile que de se battre. Mais maintenant, assis là avec une autre femme sur les genoux, il n'avait rien. J'ai commencé à marcher vers eux. Je n'ai pas décidé de bouger. Mon corps l'a juste fait, mettant un pied devant l'autre, lent et délibéré. Le café n'était pas grand, mais la distance entre nous semblait infinie. Chaque pas résonnait dans ma tête, fort et définitif. Les autres clients commençaient à remarquer. Je sentais leurs yeux glisser vers nous, les conversations s'arrêtaient au milieu des phrases. La serveuse s'est figée en faisant mousser du lait. Même la musique jazz semblait se calmer, comme si la pièce retenait son souffle. La femme a glissé des genoux de David, finalement. Pas rapidement, pas en panique. Elle a bougé avec la grâce ennuyée de quelqu'un qui a été dérangé, mais essaie de paraître indifférent.
Elle s'est installée sur le siège à côté de lui, ajustant son pull, remettant ses cheveux derrière son oreille. Ses yeux restaient sur moi, observant. Je me suis arrêtée au bord de leur table. Pendant un moment, je les ai juste regardés. Le visage de David était cendré, ses mains à plat sur la table, comme s'il se préparait. La femme s'est adossée, les bras croisés lâchement, attendant. J'ai posé mon thé sur leur table. La tasse a frappé le bois avec un bruit sourd. « Salut », ai-je dit. Ma voix est sortie calme, posée, presque polie. « Je suis Julie, Julie Morel, la femme de David. » Le mot « femme » est resté suspendu dans l'air, lourd et indéniable. L'expression de la femme a changé. Pas tout à fait un choc, mais quelque chose de proche. Un regard calculateur a traversé son visage, rapide et subtil, puis elle l'a effacé. Elle a laissé échapper un rire bref et soufflé qui n'atteignait pas ses yeux. « Ah, dit-elle en regardant David, tu n'avais pas mentionné que tu étais marié. » J'ai regardé David, attendant. Il fixait la table, la mâchoire serrée, refusant de croiser mon regard. « David, dis-je doucement. Il a enfin levé les yeux. « Julie, ce n'est pas ce que tu penses. » Il s'est arrêté, déglutissant difficilement. « On peut parler? » « En privé ?» Il a tendu la main vers mon bras, sa voix tombant dans un murmure. « S'il te plaît, laisse-moi juste expliquer. » J'ai retiré mon bras, pas brusquement, juste hors de portée. Au lieu de répondre, j'ai fait quelque chose qui m'a surprise moi-même. Je me suis assise juste là, en face d'eux, glissant dans la banquette comme si je retrouvais des amis pour un café. J'ai joint mes mains sur la table, je les ai regardés tous les deux et j'ai attendu. Les yeux de David se sont écarquillés. « Julie, qu'est-ce que c'est que tu fais? » « Je m'assois, dis-je simplement. Vous aviez l'air à l'aise tous les deux. Je ne voulais pas interrompre. La femme a bougé inconfortablement maintenant, son assurance se fissurant légèrement. Elle a regardé David, puis moi, ne sachant pas comment gérer ça. Le café était tombé dans un silence quasi total. Je sentais tout le monde regarder, faisant semblant de ne pas regarder. L'orage dehors grondait plus fort, la pluie fouettant les vitres, mais à l'intérieur, c'était comme si l'air avait été aspiré de la pièce. David s'est penché en avant, la voix basse et urgente. « Julie, s'il te plaît, pas ici. Allons dehors et parlons. »« Je suis bien ici, dis-je. » La femme a bougé à nouveau, décroisant les bras, posant ses mains à plat sur la table, comme si elle se préparait à se lever, mais elle ne l'a pas fait. Quelque chose la retenait là. La curiosité peut-être, ou la fierté. Peut-être qu'elle voulait voir comment ça allait se terminer. Je l'ai regardée directement pour la première fois depuis que je m'étais assise. « Depuis combien de temps vous connaissez-vous » ai-je demandé. Mon ton était conversationnel, presque amical. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu. « Je... » Elle a regardé David, qui avait l'air de vouloir disparaître. « Quelques mois » dit-elle finalement. « Comment vous êtes-vous rencontrés? »« Par le travail » dit-elle un peu trop vite. « C'est juste un truc comme ça. Des déjeuners d'affaires, rien de sérieux. »« Des déjeuners d'affaires » ai-je répété lentement, hochant la tête. « C'est sympa. David adore les bons déjeuners d'affaires. » Les mains de David se sont serrées en poing sur la table. « Julie, arrête. Ce n'est pas juste. Juste. » Le mot est sorti plus tranchant que je ne le voulais. J'ai pris une inspiration, forçant ma voix à redevenir calme. « Tu as raison. Ce n'est pas juste. » La femme a parlé à nouveau, un peu de son assurance revenant, comme si elle pensait avoir trouvé une prise. « Écoutez, je ne sais pas ce que vous pensez avoir vu, mais... »« Je t'ai vue assise sur les genoux de mon mari, » dis-je platement, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle n'avait pas de réponse à ça. J'ai reporté mon attention sur David. « Les réunions tardives, dis-je. Les voyages d'affaires, toutes ces soirées où tu disais que tu travaillais tard. » J'ai fait une pause, observant son visage. Combien était avec elle? Julie? Combien? David? Il n'a pas répondu. Il m'a juste fixé, son expression quelque part entre la culpabilité et la frustration, comme s'il détestait être coincé. La femme a laissé échapper quelque chose. Puis presque sans réfléchir, elle a dit « Il a dit que vous ne vous parliez presque plus, que vous viviez des vies séparées. » J'ai senti les mots me frapper, nets et précis. Pas parce qu'ils n'étaient pas vrais, mais parce qu'ils l'éteignent, au moins en partie. Il a dit ça,
dis-je doucement en la regardant. Qu'est-ce que c'est qu'il a dit d'autre? Elle a hésité, réalisant soudain qu'elle en avait trop dit. Je voulais juste dire que... Non, s'il te plaît, dis-je, la voix toujours calme. Je suis sincèrement curieuse. Qu'est-ce que c'est que mon mari a raconté d'autre sur notre mariage? David s'était levé brusquement, le mouvement discordant dans le silence tendu. Ça suffit, Julie, on part. Maintenant. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé et pour la première fois, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. La peur. Pas la peur de me perdre, pas la peur de me blesser, la peur d'être exposée. Je me suis levée lentement, gardant délibérément mes yeux sur lui. La femme s'est restée assise, nous regardant tous les deux avec des yeux écarquillés, son assurance précédente complètement disparue. « Merci, dis-je doucement en la regardant. J'avais besoin de voir ça. » Puis je me suis tournée et j'ai marché vers la porte. J'ai fait 3 pas avant que David ne me rattrape. « Julie, attends. » Sa main a saisi mon bras. Pas fort, mais désespérément. Je me suis arrêtée, pas parce qu'il le voulait, mais parce que je voulais entendre ce qu'il avait à dire. Quel mensonge il avait concocté dans les 10 secondes qu'il m'avait fallu pour traverser le café. « S'il te plaît, dit-il, la voix basse et urgente, écoute-moi juste. » Je me suis tournée vers lui. Derrière lui, je pouvais voir la femme toujours assise dans la banquette, nous regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Les autres clients avaient renoncé à faire semblant de ne pas regarder. La serveuse avait complètement abandonné son poste, figée avec un torchon à la main. « J'écoute, » dis-je. David a regardé autour de lui, soudain conscient du public. « Pas ici, allons dehors, ou dans la voiture, quelque part où on peut vraiment parler. On peut parler ici même. »« Julie, dis ce que tu as à dire, David. » Il a passé une main dans ses cheveux, un geste que je savais signifier qu'il essayait de gagner du temps. Gagner du temps pour construire la version correcte des événements. Je l'avais vu faire ça avant au téléphone avec des clients, en se disputant avec son frère, chaque fois qu'il avait besoin de tourner un récit à son avantage. « Ce n'est pas ce que tu penses, » dit-il enfin. J'ai failli rire. Tu vas devoir être plus spécifique. Parce que ce que je pense, c'est que je suis entrée dans un café et que j'ai trouvé mon mari avec une autre femme sur les genoux. Donc, à moins que je n'aie dramatiquement mal compris la définition d'une liaison. « Ce n'est pas une liaison, » dit-il rapidement. Trop rapidement. « Alors c'est quoi? » Il a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. « C'est compliqué. »« Compliqué ?» répétai-je d'une voix plate. « Oui, Julie, je sais de quoi ça a l'air, mais... »« Depuis combien de temps? »« Quoi? »« Depuis combien de temps ça dure? » Il a hésité. Juste une seconde de trop. « Ce n'est pas comme ça. Elle est juste. On est amis, c'est tout. Ce soir, les choses sont devenues un peu floues, mais... Les amis ne s'assoient pas sur les genoux les uns des autres, David. » Elle était bouleversée, dit-il, sa voix devenant défensive. Elle traverse une période difficile et j'étais juste là pour elle. C'est ce que font les amis. Je l'ai fixé, attendant plus, attendant quelque chose qui pourrait avoir du sens. Mais il laissait rester là, la mâchoire serrée, les yeux me suppliant d'accepter cette explication fine comme du papier à cigarette. « Tu mentes, dis-je simplement. « Non. Tu es en train de me mentir là tout de suite, devant tous ces gens. Et tu ne le fais même pas bien. » Son expression a changé, un éclair de colère traversant son visage avant qu'il ne le ravale. « Tu fais une scène. » Je fais une scène. Les mots sont sortis plus forts que je ne le voulais, résonnant dans le café. Je suis entrée dans un café pour échapper à un orage et j'ai trouvé mon mari avec une autre femme. Mais bien sûr, David, c'est moi le problème ici. Baisse la voix. Non. Il a cligné des yeux, stupéfait. Je ne l'avais jamais défié comme ça avant. Pas aussi directement, pas sans adoucir le coup avec des excuses ou une explication. J'ai fait un pas en arrière, mettant de la distance entre nous. Je t'ai demandé depuis combien de temps. Tu n'as pas répondu, parce que tu n'as pas de réponse que tu peux donner. Elle savait des choses sur notre maison. Julie, coupa-t-il. Elle a mentionné quelque chose pendant qu'on parlait. Je me suis figée. Le détail s'est mis en place alors que mon esprit s'éclaircissait. Elle a dit qu'on ne se parlait presque plus, qu'on vivait des vies séparées. Comment pourrait-elle savoir ça, à moins que tu ne le lui aies dit? Et pourquoi le lui dirais-tu à moins d'essayer de justifier quelque chose? Le visage de David était devenu soigneusement inexpressif, ce masque qu'il portait quand il était coincé. Tu surinterprètes. Tu lui disais pourquoi tu ne pouvais pas me quitter? La question a atterri comme une pierre dans un étang calme.
Son expression a vacillé juste une seconde, mais je l'ai vu. « De quoi tu parles ?» dit-il, mais sa voix avait perdu son tranchant. « Tu m'as entendu. » Il a regardé par-dessus mon épaule vers la banquette, et j'ai suivi son regard. La femme était toujours là, mais elle n'était plus assise de manière détendue. Elle s'était penchée en avant, les bras serrés autour d'elle-même, le visage tendu. Elle écoutait. Elle avait entendu ma question, et à l'expression sur son visage, j'ai réalisé quelque chose qui m'a donné la nausée. Elle lui avait demandé la même chose. Je me suis retournée vers David. Elle ne sait pas, n'est-ce pas, quoi que tu lui aies promis. Quoi que tu lui aies raconté sur nous, sur votre avenir ensemble, c'était des mensonges. Julie, tu ne comprends pas? Alors explique-moi. Ma voix était plus basse maintenant, mais plus dure. Explique pourquoi ton amie est au courant de notre mariage. Explique pourquoi elle semblait si à l'aise avec toi. Explique pourquoi tu n'as pas répondu à ton téléphone plus tôt ce soir. Il s'est figé. Quoi? Je t'ai appelé juste avant de venir ici, mais tu n'as pas laissé de message. Je vérifiais. Tu vérifiais où j'étais, dis-je, la réalisation s'installant froide et lourde dans ma poitrine. Tu voulais t'assurer que je n'étais pas dans les parages. Il n'a pas nié. Il est juste resté là avec l'air de quelqu'un qui s'est fait prendre. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois de notre mariage, je n'ai pas reconnu l'homme qui se tenait devant moi. Ce n'était pas la personne avec qui j'avais construit une vie. C'était quelqu'un qui avait appris à cacher des choses, qui en était devenu expert. Ce n'est pas juste ce soir, n'est-ce pas? Dis-je doucement. Julie, ce n'est pas nouveau. Ça dure depuis un moment. Les heures tardives, les voyages d'affaires, ta distance. J'ai réfléchi. J'ai arrêté d'avaler les mots. Je pensais que c'était le travail. Je pensais que c'était le stress. C'était le cas, insista-t-il, mais sa voix était faible. Non, dis-je. C'était elle. J'ai entendu du mouvement derrière moi. La femme s'était levée, des pas approchant. Elle s'est arrêtée à côté de David, les bras toujours serrés autour d'elle, le visage pâle. « Je crois que je devrais partir, » dit-elle doucement. Je l'ai regardée, et pendant un instant, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la colère, même pas de la jalousie, juste un étrange et triste sentiment de reconnaissance. Elle était aussi perdue dans tout ça que moi. Peut-être plus? Il t'a dit qu'il t'aimait, lui ai-je demandé. Elle n'a pas répondu, mais ses yeux se sont remplis de larmes. Il t'a dit qu'il allait me quitter? Que ce n'était qu'une question de temps? Arrête ça, claqua David, la voix dure maintenant. Arrête d'essayer de la manipuler. Je ne manipule personne, dis-je, regardant toujours la femme. Je lui pose une question parce que je pense qu'on mérite toutes les deux de connaître la vérité. La voix de la femme est sortie petite et brisée. Il a dit que les choses étaient compliquées, qu'il avait besoin de temps. Du temps? Répétai-je. Pourquoi? Elle a regardé David, mais il a détourné le regard. Je me suis tournée vers lui. Qu'est-ce que c'est que tu attendais, David? Qu'est-ce que tu essayais de régler? Il n'a rien dit. Et dans ce silence, j'ai compris. Ce n'était pas une liaison spontanée. Ce n'était pas une erreur qui avait dérapé. C'était calculé, planifié. Il attendait quelque chose, qu'une pièce se mette en place, un moment où partir ne lui coûterait pas trop cher. Il n'avait pas peur de me perdre, il avait peur de perdre autre chose. « Merci, dis-je à nouveau, cette fois à tous les deux. J'avais besoin de voir ça. » Je suis passée devant eux et je suis sortie du café, à travers les visages qui fixaient et les conversations chuchotées. La serveuse a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai poussé la porte et je suis retournée dans l'orage. La pluie m'a frappée comme un mur, froide et implacable, mais je la sentais à peine. J'ai cherché mes clés, mes mains tremblaient tellement que je les ai fait tomber 2 fois avant de réussir à ouvrir la portière de la voiture. J'étais à moitié dans le siège conducteur quand j'ai entendu mon nom. « Julie, Julie, attends. » Je ne me suis pas retournée. J'ai fermé la portière et mis la clé dans le contact, mais il a été plus rapide que je ne le pensais. Il est apparu à ma fenêtre, frappant sur la vitre, les cheveux trempés, l'eau ruisselant sur son visage. « S'il te plaît, a-t-il crié par-dessus l'orage, « donne-moi juste 5 minutes.
5 minutes pour expliquer. Je suis restée assise là, le moteur au ralenti, les mains serrant le volant. Chaque instinct me disait de partir, de le laisser là sous la pluie. Mais quelque chose m'a fait hésiter. Peut-être que c'était les 10 ans que nous avions partagés. Peut-être que c'était le souvenir de qui nous avions été. Ou peut-être que j'avais juste besoin d'entendre ce qu'il dirait quand il n'aurait pas de public. J'ai baissé la vitre d'1 centimètre. « Expliquez quoi ?» dis-je, ma voix à peine audible par-dessus la pluie. « Tout », dit-il désespérément. « Juste. Je peux monter, s'il te plaît? On peut parler correctement. Je peux te faire comprendre. » « Comprendre quoi? Que tu me trompais? Ce n'est pas ça. » Il s'est arrêté. Il semblait se recalibrer. « Oui, d'accord, oui, j'ai merdé. Je sais que je l'ai fait, mais ce n'est pas comme tu penses. » Elle ne signifiait rien pour moi. Je te jure que c'était une erreur stupide. « Elle ne signifie rien, répétai-je, la voix vide. Est-ce que c'est qu'elle le sait? Qu'est-ce qu'elle a à voir? » Il s'est repris à nouveau. Il a passé une main sur son visage mouillé. « Je me soucie de toi, de nous, de sauver notre mariage. » « Notre mariage? » J'ai émis un son qui aurait pu être un rire. « Depuis quand tu te soucies de ça? » Je m'en suis toujours souciée. « Arrête. » Le mot est sorti tranchant. « N'ose pas me mentir maintenant. » Il a pressé ses paumes contre la vitre, se rapprochant. « Je ne mens pas, Julie. Je t'aime. Je sais que je ne l'ai pas bien montré. Je sais que j'ai été distant, mais... Avais-tu l'intention de me le dire? » La question l'a figé. « Quoi? À propos d'elle? À propos de quoi que ce soit? Avais-tu l'intention de me le dire? Ou allais-tu continuer jusqu'à ce que je le découvre? » Le reste de la phrase s'est coincé dans ma gorge. « Jusqu'à quand, David? Jusqu'à ce qu'elle en ait marre d'attendre? Jusqu'à ce que je le découvre par moi-même? Jusqu'à ce que tu décides laquelle de nous était la meilleure option? » Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment? Il a ouvert la bouche, mais aucune explication n'est venue. Juste le même regard désespéré, piégé qu'il avait eu dans le café. Et c'est là que j'ai compris. Il n'avait pas peur de me perdre. Il avait peur d'être exposé. Il avait peur de ce qui se passerait quand les gens sauraient. Il avait peur de ce dont il aurait l'air, de ce que ça lui coûterait. Pas émotionnellement, mais pratiquement. « Tu n'es pas désolé de l'avoir fait, » dis-je doucement. La réalisation s'est posée sur moi avec un calme étrange. « Tu es désolé que je l'ai découvert. » Ce n'est pas vrai. Éloigne-toi de ma voiture, David. Julie, s'il te plaît. Éloigne-toi de ma voiture. Il m'a regardé à travers la vitre striée de pluie, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait refuser, qu'il allait rester là et discuter jusqu'à ce que je sois obligée d'écouter, mais ensuite il a reculé. J'ai remonté la vitre, mis la voiture en marche arrière et je suis sortie du parking. Dans le rétroviseur, je l'ai vu debout là, trempé et seul, me regardant partir. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais. Je pensais qu'au moment où je serais seule, les larmes viendraient, mais elles ne sont pas venues. J'ai juste conduit, serrant le volant, fixant la route, ne ressentant rien d'autre qu'un vide étrange et creux. L'orage avait déjà commencé à se calmer. La pluie a ralenti en une bruine constante et la visibilité s'est améliorée. Je pouvais voir la route clairement maintenant, les phares coupant l'obscurité. J'ai conduit en pilote automatique, ne faisant pas vraiment attention à où j'allais, avançant juste parce que s'arrêter semblait impossible. Puis je me suis souvenue de quelque chose. Un détail d'il y a des mois. C'était petit à l'époque. Facile à ignorer. David m'avait demandé de signer des papiers, quelque chose à propos de la restructuration du prêt de la maison, de la mise à jour de notre assurance. Il m'avait tendu une pile de documents, indiquant où signer, et j'avais signé sans lire attentivement. Je lui faisais confiance. Il gérait nos finances. C'était notre accord. Mais maintenant, assise dans ma voiture, les mains tremblant sur le volant, je me demandais ce que j'avais vraiment signé. Je me suis garée sur un parking vide et j'ai pris mon téléphone. Mes mains tremblaient encore et il m'a fallu 3 essais pour déverrouiller l'écran. J'ai fait défiler mes emails, cherchant tout ce que David aurait pu m'envoyer. Des documents financiers, des papiers légaux, n'importe quoi. Voilà, un email d'il y a 6 mois, qu'il avait dit m'avoir transféré par erreur. Je l'avais à peine regardé à l'époque, juste une pièce jointe avec beaucoup de jargon juridique. Je l'avais sauvegardé, avec l'intention de demander plus tard, mais je ne l'avais jamais fait. Je l'ai ouvert maintenant. Le document était dense, plein de termes que je ne comprenais pas totalement,
mais certaines phrases sont ressorties. Désignation de bénéficiaires, transfert d'actifs, restructuration de comptes jointes. Mon estomac s'est noué. J'ai continué à faire défiler mes emails, cherchant plus, et je les ai trouvés. Des petites miettes que j'avais ignorées parce que je lui faisais confiance, parce que je pensais que nous étions partenaires. Il y avait des messages avec des horodatage qui ne correspondaient pas à ce qu'il m'avait dit, des invitations d'agenda pour des réunions qui ne correspondaient pas aux investissements sur notre compte. De petites incohérences que j'avais balayées comme des oublis, mais maintenant, elles formaient un schéma de quelqu'un qui se préparait à quelque chose, soigneusement, méthodiquement. J'ai ouvert notre agenda partagé, celui que nous utilisions pour coordonner nos vies. L'emploi du temps de David était tenu méticuleusement, code couleur, détaillé, chaque rendez-vous et réunion enregistrée. J'ai commencé à faire des recoupements, comparant son agenda avec nos relevés bancaires et les emails que j'avais trouvés. Et c'est là que j'ai vu. Des réunions génératrices de revenus sans contrepartie. Du temps bloqué pour du travail qui ne correspondait à aucun projet dont il avait parlé. Des vides qui n'avaient aucun sens à moins qu'il ne fasse quelque chose qu'il ne voulait pas que je sache, ou avec quelqu'un qu'il ne voulait pas que je sache. Assise dans ma voiture, la pluie tapotant doucement sur le toit, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de colère, pas de chagrin. De la clarté. Cette trahison était plus profonde que je ne le pensais. Ce n'était pas seulement émotionnel, ce n'était pas seulement physique, c'était calculé. Et si David avait été si soigneux pour le cacher, si stratégique dans la gestion de son temps, de son argent, de son histoire, que planifiait-il d'autre? Qu'est-ce que je ne savais pas d'autre? J'ai redémarré la voiture et j'ai conduit vers la maison avec une nouvelle détermination. Pas pour le confronter, pas pour lui pardonner, mais pour tout comprendre. Avant de faire mon mouvement, quand je suis entrée dans l'allée, la maison était sombre. La voiture de David n'était pas encore là. Bien, j'avais besoin de temps. Je suis entrée, j'ai secoué les derniers restes de pluie et je suis allée directement dans son bureau. La porte était généralement fermée, mais pas verrouillée. Il n'avait jamais eu de raison de la verrouiller avant. Je ne lui avais jamais donné de raison de ne pas me faire confiance. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai allumé la lampe de bureau et j'ai commencé à chercher, méthodiquement, soigneusement. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais je savais que je le reconnaîtrais quand je le trouverais. Son bureau était rangé de manière presque obsessionnelle. Stylo dans le pot, papier empilé soigneusement dans des bannettes, son ordinateur portable fermé et centré sur le sous-main. J'ai essayé d'ouvrir l'ordinateur. Protégé par mot de passe, le mot de passe que nous avions toujours partagé ne fonctionnait plus. Il l'avait changé. Je suis passée au classeur, j'ai tiré le tiroir du haut. Factures, reçus, documents fiscaux, tous organisés par date. Rien d'anormal. Deuxième tiroir. Papier d'assurance, documents hypothécaires, relevés d'investissement. Je les ai sortis, scannant chacun, cherchant quelque chose qui semblait bizarre. Et puis je l'ai trouvé. Un relevé bancaire pour un compte que je ne reconnaissais pas. Pas notre compte joint, pas son compte courant personnel, quelque chose d'autre entièrement. Je me suis assise dans son fauteuil, mes mains tremblant à nouveau alors que je lisais les transactions. Des dépôts réguliers, pas des montants énormes, mais constants. Et des retraits. Certains pour payer des choses que je reconnaissais, d'autres pour des endroits et des services que je ne connaissais pas. Mon cœur battait la chamade alors que je continuais à chercher. Il y avait plus de documents glissés dans un dossier au fond du tiroir. Des papiers légaux, certains avec ma signature, ceux que j'avais signés sans lire attentivement, d'autres sans. Je me suis sentie malade. J'ai entendu sa voiture entrer dans l'allée, le moteur s'éteindre, la portière claquer. J'ai rapidement tout remis en place
essayant de faire comme si rien n'avait été touché, et je suis sortie précipitamment de son bureau. Quand il est entré par la porte d'entrée, j'étais dans la cuisine, debout au comptoir, regardant dans le vide. « Julie, dit-il doucement, je ne me suis pas retournée. On peut parler, s'il te plaît? »« Pas ce soir, dis-je, la voix plate. »« Julie. »« Pas ce soir, David, dis-je. Je l'ai entendu hésiter, puis ses pas se diriger vers l'étage. Je suis restée dans la cuisine, écoutant la maison se calmer autour de moi, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacée jusqu'aux os. La femme au café n'était pas juste une liaison. Elle faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose que je commençais à peine à comprendre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée au lit, écoutant la respiration de David dans la chambre au bout du couloir. Il s'était retiré dans la chambre d'amis sans discuter. J'ai fixé le plafond, mon esprit s'emballant sur tout ce que j'avais trouvé. Le compte bancaire, les documents légaux, les mots de passe changés, les entrées d'agenda qui ne correspondaient pas à la réalité. Quand l'aube est finalement arrivée, je me suis levée à la lumière pâle, filtrant à travers les stores, et je suis retournée dans son bureau. Je devais être systématique, prudente. Si David cachait des choses depuis des mois, peut-être plus, je devais comprendre l'étendue complète avant de faire quoi que ce soit. J'ai recommencé avec le classeur. Cette fois, j'ai sorti chaque document et je l'ai photographié avec mon téléphone. Relevé bancaire, papier d'investissement, police d'assurance, je ne savais pas ce que la moitié signifiait, mais je pouvais apprendre. Je pouvais comprendre. Dans le tiroir du bas, glissé derrière une pile de vieilles déclarations d'impôts, j'ai trouvé un dossier que j'avais manqué la nuit précédente. À l'intérieur, il y avait des impressions d'emails, ce qui était étrange en soi. Qui imprimait des emails à moins d'essayer de les garder séparés d'une trace numérique? Je les ai parcourus rapidement, mon rythme cardiaque accélérant à chaque page. Ils étaient entre David et quelqu'un nommé Marc. Les emails étaient vagues, formulés avec soin, mais le sous-entendu était clair. Ils discutaient d'actifs, de timing, de restructuration qui devaient avoir lieu avant que certains changements n'entrent en vigueur. Un email m'a glacé le sang. Assure-toi que tout est transféré avant qu'elle ne remarque. La fenêtre est plus étroite que nous le pensions. Elle, c'était moi. J'ai tout photographié et j'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. Dans notre bureau à domicile commun, que nous utilisions tous les deux, j'ai trouvé d'autres indices. David avait réorganisé un tiroir récemment. Je pouvais le dire parce que les objets qui étaient à gauche étaient maintenant à droite. De petites choses. Une agrafeuse, des post-it, mais aussi une clé USB que je ne reconnaissais pas. Je l'ai branchée sur mon ordinateur portable. Protégée par mot de passe, évidemment. J'ai essayé notre anniversaire de mariage, nos anniversaires. Rien n'a fonctionné. Je devrais trouver un autre moyen d'y accéder. Mais le simple fait de savoir qu'elle existait me disait quelque chose d'important. David gardait des secrets dans notre propre maison, juste sous mon nez. J'ai vérifié notre agenda partagé à nouveau. Cette fois, je suis remontée des mois en arrière. Prenant des notes, chaque réunion, chaque créneau bloqué, chaque événement professionnel auquel il avait assisté. Puis j'ai recoupé avec nos relevés bancaires et nos factures de carte de crédit. Le schéma est devenu plus clair. Il y avait des dépenses qui ne correspondaient pas à son emploi du temps, des dîners dans des restaurants qu'il n'avait jamais mentionnés, des frais d'hôtel en ville quand il était censé être au bureau, des achats d'essence dans des quartiers mais où nous n'allions jamais. Et puis j'ai remarqué autre chose. Notre compte épargne joint, celui que nous avions construit ensemble pendant des années, s'épuisait régulièrement. Pas dramatiquement, juste de petits transferts, quelques centaines à la fois, étalés sur des mois. Facile à manquer si on ne regarde pas attentivement. J'ai sorti l'historique des transactions et j'ai tracé où l'argent allait, vers ce compte. Celui dont j'avais trouvé le relevé, celui uniquement au nom de David. Il siphonnait notre argent. Notre argent. Des économies que nous avions construites ensemble, auxquelles j'avais contribué chaque mois sur mon salaire, que nous avions discuté d'utiliser pour un apport sur une plus grande maison un jour. Il le déplaçait morceau par morceau vers un compte auquel je n'avais pas accès. Je me suis adossée à la chaise, mes mains tremblant d'une rage que je ne pouvais pas tout à fait exprimer. Ce n'était pas juste une liaison, c'était du vol, une trahison à plusieurs niveaux. Je me suis forcée à continuer, à me concentrer. J'ai appelé ma banque et j'ai demandé des renseignements sur le compte épargne joint. Le conseiller a confirmé ce que je savais déjà. Il y avait eu de multiples transferts au cours des 8 derniers mois,
tous autorisés par David, qui avait un accès égal au compte. « Pouvez-vous me dire s'il y a des transferts futurs programmés ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. « Laissez-moi vérifier. » Une pause. « Oui, en fait, il y a un gros transfert programmé pour le mois prochain, le 15 décembre. Il semble configuré pour déplacer presque tout ce qui reste sur le compte. Mon anniversaire, il l'avait programmé pour mon anniversaire. J'ai remercié le conseiller et j'ai raccroché, me sentant malade. J'avais besoin de plus d'informations. J'avais besoin de comprendre le tableau complet. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai contacté quelqu'un qui aurait pu voir David avec cette femme avant. Mon amie Rachel travaillait dans le même quartier où se trouvaient les bureaux de David. Nous étions proches à la fac, mais la vie nous avait éloignés. Nous nous envoyions encore des textos occasionnellement, des vœux d'anniversaire, mais nous n'avions pas vraiment parlé depuis des mois. Je suis restée décontractée. J'ai demandé si elle voulait déjeuner, dit que j'étais dans le coin et que je pensais que ce serait sympa de se voir. Elle a accepté immédiatement. Nous nous sommes retrouvés dans un petit bistrot près de son bureau. Rachel avait l'air la même, sourire chaleureux, rire facile. Le genre de personne qui vous met à l'aise instantanément. « C'est si bon de te voir, » dit-elle en me serrant dans ses bras. « Ça fait trop longtemps. » Nous avons commandé, fait la conversation sur le boulot et la vie. J'ai attendu que nous soyons là depuis un moment, que la conversation semble naturelle et détendue, avant d'aborder le sujet. « Question bête ?» dis-je, essayant d'avoir l'air désinvolte. « Tu vois parfois David dans le coin? Je sais que son bureau n'est pas loin du tien. »« Oh, oui, en fait, » dit Rachel en hochant la tête. « Je l'ai croisé quelquefois, généralement à ce café sur la 5e avenue. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais j'ai gardé mon expression neutre. « Vraiment? Il n'a jamais mentionné t'avoir vu. »« Eh bien, il est généralement assez concentré quand je le vois. Tu connais David, toujours en mode travail. »« Il était seul? » ai-je demandé, puis j'ai ajouté rapidement. « Je veux dire, je sais qu'il a parfois des déjeuners d'affaires. Des clients et tout ça. » Rachel a hésité, et j'ai vu quelque chose traverser son visage. De l'incertitude, peut-être du malaise. « En fait, » dit-elle lentement, « les dernières fois que je l'ai vu, il était avec quelqu'un. Une femme? J'ai pensé que c'était une collègue ou quelque chose comme ça. À quoi ressemblait-elle? » L'expression de Rachel a changé. Elle captait quelque chose dans mon ton, la tension que je ne pouvais pas tout à fait cacher. « Julie, » dit-elle prudemment, « tout va bien? » J'étais juste curieuse, dis-je, mais ma voix s'est brisée légèrement. Rachel a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Cheveux bruns, plus jeunes, ils avaient l'air proches. J'ai hoché la tête, ma gorge s'est serrée. Proche comment? Assez pour que je me demande si je devais te le dire. Elle a serré ma main, mais je ne voulais rien présumer. Je ne voulais pas causer de problème s'il y avait une explication innocente. Il n'y en a pas? Dis-je doucement. Le visage de Rachel s'est décomposé. « Oh, Julie, je suis tellement désolée. Ce n'est pas ta faute. » J'ai pris une grande inspiration, me ressaisissant. « Combien de fois les as-tu vus? » Au moins 3 ou 4 fois ces 2 derniers passe-mois. Toujours à ce même café. Ils avaient l'air à l'aise ensemble. Familiers. Donc ce n'était pas juste le café où je les avais trouvés. Ils avaient leurs endroits habituels, leur routine. Ça durait depuis un moment. J'ai remercié Rachel et promis de lui en dire plus tard, mais je devais tout traiter d'abord. Elle a compris et m'a fait promettre d'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, David était déjà là. Il avait cuisiné, chose qu'il faisait rarement maintenant. La cuisine sentait l'ail et les herbes, et il avait mis la table pour 2. Il essayait. « J'ai pensé qu'on ferait un bon dîner, » dit-il quand je suis entrée. « Juste nous 2,
pour parler. Je voulais lui crier dessus, lui jeter tout ce que j'avais appris au visage, mais je ne l'ai pas fait. « C'est gentil, » dis-je en posant mon sac. Nous nous sommes assis, face à face à la table de la salle à manger, la même table où nous avions partagé des milliers de repas au fil des ans. Il m'a servi des pâtes, versé du vin et essayé de faire la conversation. J'ai regardé sa performance. C'était ça, une performance. Chaque sourire soigneusement calibré, chaque question conçue pour paraître intéressé sans toucher à ce qui se passait réellement. Il n'a pas mentionné le café, il n'a pas mentionné elle, il a juste parlé boulot, demandé comment s'était passée ma journée, agi comme si tout était normal. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Il était doué pour ça, vraiment doué. Ce n'était pas la première fois qu'il me mentait, c'était juste la première fois que je le prenais sur le fait. Combien d'autres fois s'était-il assis en face de moi comme ça, feignant l'intérêt, feignant l'affection, alors qu'il cachait des choses que je ne savais même pas chercher. « Julie, » dit-il doucement, tendant la main à travers la table vers la mienne. « Je sais que les choses ont été difficiles ces derniers temps, mais je veux arranger ça. Je veux qu'on redevienne comme on était. » J'ai regardé sa main couvrant la mienne. J'ai senti le poids de son alliance contre ma peau. « Comme on était ?» répétai-je. « C'était quand exactement ?» Il a cligné des yeux, surpris par la question, avant que les choses ne deviennent compliquées. « Compliquées, dis-je. C'est comme ça qu'on appelle ça. Je voulais juste dire. » Il s'est arrêté pour se recalibrer. « Je sais que j'ai bien fait des erreurs. Mais je t'aime. Ça n'a pas changé. » J'ai retiré doucement ma main. « Comment s'appelle-t-elle? »« Quoi? » ?»« La femme au café. Comment s'appelle-t-elle? » Sa mâchoire s'est tendue. « Ça n'a pas d'importance. »« Ça en a pour moi, Julie. Je ne pense pas que son nom. »« David. » Je l'ai regardé un long moment et je pouvais le voir peser ses options. Finalement, il a dit « Melissa. » Melissa. Maintenant, elle avait un nom. Maintenant, elle était réelle d'une manière qu'elle n'avait pas été avant. « Depuis combien de temps la connais-tu? »« Julie. »« Combien de temps? » « 9 mois, dit-il doucement. 9 mois. Presque 1 an. 1 an de mensonges. 1 an à rentrer à la maison vers moi tout en construisant quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre. « Et tu l'aimes? » dis-je. Ce n'était pas une question. « Non, je t'ai dit qu'elle est. »« Ne me mens plus, David. S'il te plaît, juste pour cette fois, ne mens pas. » Il a regardé son assiette, sa mâchoire travaillant comme s'il mâchait les mots qu'il ne voulait pas dire. « C'est compliqué, » dit-il encore. Cette phrase, cette trappe par laquelle il continuait de s'échapper. Je me suis levée de table. « Je n'ai pas faim, Julie, s'il te plaît. »« Merci pour le dîner, » dis-je. « Mais je crois que j'ai besoin d'un peu d'espace. » Je l'ai laissé assis là et je suis montée dans notre chambre. Notre chambre. Elle ne semblait plus être la nôtre. Elle ressemblait à une scène où nous avions joué des rôles que nous avions oubliés être faux. Cette nuit-là, allongée seule dans le lit, j'ai pris une décision. Je n'allais pas le confronter avec tout ce que je savais. Pas encore, parce qu'il y avait encore une pièce que je devais comprendre. Melissa savait des choses sur nos finances, des choses qu'elle ne devrait pas savoir, à moins que David ne les lui ait dites, ce qui signifiait qu'elle n'était pas juste l'autre femme. Elle faisait partie de ce que David planifiait, et je devais savoir quel était ce plan. Il m'a fallu 3 jours pour trouver le courage de la contacter. 3 jours à regarder David aller et venir, à faire semblant que tout allait bien, à rassembler silencieusement plus de preuves pendant qu'il pensait que je lui pardonnais lentement. J'ai trouvé les coordonnées de Melissa dans le téléphone de David. Il l'avait laissé sur le plan de travail de la cuisine pendant qu'il prenait sa douche, et je connaissais son nouveau code parce que je l'avais regardé le taper quand il pensait que je ne regardais pas. Je lui ai envoyé un simple texto depuis mon téléphone. « C'est Julie, la femme de David. Je pense qu'on devrait parler de femme à femme. » Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réponde. Je pensais qu'elle m'ignorerait, bloquerait mon numéro ou le dirait immédiatement à David, mais elle a répondu dans l'heure. « Quand et où? » Nous avons décidé de nous rencontrer dans un petit parc à l'autre bout de la ville, un terrain neutre où aucune de nous ne risquait de tomber sur David. Je suis arrivée tôt et je me suis assise sur un banc face à l'entrée. Le ciel s'était dégagé depuis l'orage, mais l'air semblait encore lourd, comme si une autre tempête approchait. Quand Melissa est arrivée, je l'ai reconnue tout de suite. Elle avait l'air différente à la lumière du jour, plus jeune que je ne le pensais, peut-être 25 ou 26 ans.
Elle portait un jean et une veste large, les cheveux en queue de cheval, sans l'éclairage tamisé du café. Elle avait l'air fatiguée, incertaine. Elle s'est assise à l'autre bout du banc, laissant de l'espace entre nous. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. « Merci d'être venue, dis-je enfin. » Elle a hoché la tête mais ne m'a pas regardée. Je n'étais pas sûre de devoir le faire, mais tu l'as fait. « Oui. » Elle a serré sa veste contre elle. « J'ai pensé que... Je ne sais pas. J'ai pensé que tu méritais des réponses ou quelque chose comme ça. »« As-tu des réponses ?» ai-je demandé. Elle m'a regardée alors, finalement, ses yeux cherchant de mon visage. « Certaines pourraient ne pas être celles que tu veux. Dis-moi ce que tu sais, dis-je. S'il te plaît. » Mélissa a pris une inspiration. « David a dit que votre mariage était fini, que vous étiez ensemble seulement sur le papier, que vous viviez des vies séparées, attendant juste le bon moment pour officialiser. Et tu l'as cru. »« Oui. » Elle l'a dit simplement, sans être sur la défensive. Il était convaincant. Il a dit « Vous saviez tous les deux que c'était fini, mais c'était compliqué à cause des finances et de la famille. » Et je ne sais pas, ça avait du sens. Les gens restent dans des mariages morts tout le temps. « Notre mariage n'est pas mort, dis-je doucement. Je le sais maintenant. » Nous sommes restés assises en silence un moment. Un jogger essayait de passer. Un chien a aboyé au loin. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» ai-je demandé. « À une conférence, un événement pro en centre-ville. Il était charmant, drôle. On a commencé à parler et c'est arrivé comme ça. Elle s'est arrêtée. Il a demandé mon numéro. Je lui ai donné. On a commencé à déjeuner ensemble. Café. Au début, c'était décontracté, puis c'est devenu plus. Quand est-ce que c'est devenu plus? Il y a environ 6 mois, a-t-elle dit. C'est là qu'il m'a parlé de toi, de la situation maritale. 6 mois. Il avait attendu 3 mois pour lui dire que j'existais. 3 mois où il lui avait laissé croire qu'il était disponible, libre, qu'il était à elle. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Ai-je demandé. Mélissa a hésité, jouant avec un fil décousu de sa veste. Il a dit que vos finances étaient principalement séparées, que vous prévoyiez de vous séparer tranquillement, qu'il devait juste mettre certaines choses en ordre d'abord. Mon estomac s'est noué. Quelle chose? Je ne sais pas exactement. Des trucs légaux, des trucs financiers. Il présentait ça comme s'il te protégeait d'une certaine manière, s'assurant que tout était juste avant que vous ne vous sépariez. « Me protéger ?» répétai-je, la voix vide. C'est ce qu'il a dit. Mélissa m'a regardé maintenant, et j'ai vu une confusion sincère dans ses yeux. Il mentait là-dessus aussi. Il déplace notre argent, dis-je, nos économies communes vers un compte auquel lui seul a accès. Son visage a pâli. T'a-t-il déjà parlé d'argent, de nos finances? Il a dit que vous aviez tous les deux de bons boulots, que vous étiez financièrement stable, que la séparation ne laisserait personne en difficulté. Elle s'est arrêtée, son expression changeant. Mais il m'a posé des questions sur mes finances quelquefois. Si j'avais des économies, si j'avais des dettes, je pensais qu'il essayait juste de me connaître, mais... Mais quoi? Mais ça semblait étrangement spécifique, comme s'il faisait un inventaire. Un froid s'est installé dans ma poitrine. T'a-t-il déjà demandé de l'argent? Non, rien de tel. Elle a marqué une pause, mais il m'a suggéré de mettre de l'argent de côté. Il a dit que c'était intelligent d'avoir un fonds d'urgence dont personne ne savait rien. Je pensais qu'il me donnait des conseils financiers. Quand est-ce qu'il t'a suggéré ça? Il y a environ 2 mois. 2 mois, à peu près au moment où il avait programmé ce gros virement depuis notre compte joint. Mélissa, dis-je prudemment, David t'a-t-il déjà présenté à ses amis, sa famille? T'a-t-il emmené quelque part où vous pourriez être vus ensemble? Non, elle l'a dit rapidement. Il a dit qu'on devait faire attention, que si les gens savaient avant que la séparation soit définitive, ce serait le bordel. Il a gardé tout ça très secret. Es-tu déjà allé chez lui? Elle a secoué la tête. Il a dit que ce serait irrespectueux envers toi,
que même si vous vous sépariez, tu vivais encore là et méritais ton intimité. J'ai failli rire. Sa prévenance, les frontières prudentes qu'il avait construites pour empêcher ces deux vies d'entrer en collision. Il m'a montré des photos, par contre, continua Mélissa. De la maison, du quartier. Il a dit que peut-être une fois que tout serait réglé, on pourrait trouver un endroit ensemble. Il t'a montré des photos de ma maison, dis-je platement. Ta maison, c'est ça? Elle a regardé ses mains. Dieu, j'ai l'air si stupide. Tu n'es pas stupide, dis-je, et je le pensais. Ce n'est pas toi qui mens. Mais j'aurais dû le questionner plus. J'aurais dû me demander pourquoi il ne voulait jamais être vu en public. Pourquoi tout était toujours si secret? Il t'a donné des raisons, probablement de bonnes raisons. Oui, sa voix s'est brisée légèrement. Il l'a fait. Nous sommes restés assises en silence un moment. Le soleil avait commencé à se coucher, projetant de longues ombres à travers le parc. « Je peux te demander quelque chose ?» Mélissa a dit. « Demande. » Ce soir-là, au café, quand tu nous as vus, avant ça, tu savais? Tu avais des soupçons? Non, avouai-je, je n'en avais aucune idée. Donc on a toutes les deux découvert que tout était un mensonge le même soir. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Pas une ennemie, pas quelqu'un essayant de voler mon mari, juste un autre être humain à qui on avait menti, qui avait été utilisé. « Tu l'aimais ?» ai-je demandé. Elle est restée silencieuse longtemps. Quand elle a finalement répondu, sa voix était un murmure. Je pensais que oui, mais maintenant je ne sais pas si ce que j'aimais était réel ou juste. Juste une autre histoire, dit-elle. Je connais ce sentiment, dis-je. Mélissa s'est tournée complètement vers moi maintenant. Julie, je suis désolée. Je sais que ça ne change rien, mais je suis désolée. Si j'avais su, si j'avais eu la moindre idée qu'il mentait sur votre mariage, je ne l'aurais jamais fait. Je te crois, dis-je. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-elle. Je ne sais pas encore, mais j'essaye de tout comprendre avant de prendre des décisions. Elle a hoché la tête lentement. Ce truc financier dont tu parlais, l'argent qu'il déplace. Tu penses qu'il prépare quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Quoi? Je pense qu'il prévoit de me quitter, dis-je. Mais pas avant d'avoir sécurisé autant d'argent que possible. Jusqu'à ce qu'il puisse le faire paraître légal. Jusqu'à ce qu'il puisse rendre impossible pour moi de me battre. L'expression de Mélissa s'est assombrie. C'est pour ça qu'il continuait de me dire qu'on devait attendre. Pourquoi le moment n'était jamais bon? Il gagnait du temps, dis-je. Avec nous deux, nous montons l'une contre l'autre, sans même qu'on sache qu'on était en compétition. On n'était pas en compétition, dis-je fermement. On essayait toutes les deux juste de faire confiance à quelqu'un à qui on n'aurait pas dû. Mélissa m'a regardé longuement, quelque chose comme du respect traversant son visage. « De quoi as-tu besoin de moi? » La question m'a surprise. « Quoi? Tu m'as contacté pour une raison. Tu voulais savoir quelque chose. Alors, de quoi as-tu besoin? » J'ai réfléchi à ce que David faisait, aux preuves que j'avais rassemblées, aux trous qui restaient dans ma compréhension. A-t-il déjà mentionné quelqu'un nommé Marc? Ses yeux se sont écarquillés. Oui, quelquefois. Il a dit que Marc était son conseiller financier, que Marc l'aidait à restructurer certains investissements. As-tu déjà rencontré Marc? Non, mais David l'a mentionné récemment. Il a dit que Marc lui avait dit que le timing était presque bon, que les choses s'alignaient. Le timing était presque bon. Les choses s'alignaient. David n'avait pas seulement une liaison. Il ne déplaçait pas seulement de l'argent. Il exécutait un plan. Et ce plan incluait Marc, qui que ce soit. Il incluait des finances que je ne comprenais pas encore totalement. Et d'une certaine manière, il incluait aussi Mélissa, même si elle ne le savait pas. Encore une question, dis-je. Est-ce que David utilise beaucoup son téléphone quand il est avec toi? Est-ce qu'il envoie des textos, passe des appels? Pas vraiment. Il est en fait plutôt présent quand on est ensemble. Pourquoi? Parce que quand il est à la maison avec moi, il est constamment sur son téléphone. Il dit que c'est le travail. La compréhension s'est levée sur le visage de Mélissa. Il compartimente sa vie complètement. Elle s'est levée du banc, s'enlaçant de ses bras. Je ne lui ai pas parlé depuis le café. Il a essayé d'appeler, d'envoyer des messages, mais je l'ignore. Bien, dis-je. Tu penses qu'il va essayer plus fort de me joindre? Finalement, quand il réalisera qu'il ne peut plus contrôler la situation.
Mélissa m'a regardée avec une expression difficile à lire. « Tu vas lui dire qu'on s'est parlé? »« Pas encore, dis-je. »« Toi? » ?»« Non, dit-elle fermement. Quoi qu'il ait prévu, quoi qu'il prévoie, je ne veux en faire partie. Nous avons échangé nos numéros avant de nous séparer. Une compréhension tacite est passée entre nous. Nous n'étions pas amis, nous ne le serions probablement jamais, mais nous n'étions pas ennemis non plus. Nous étions deux personnes à qui le même homme avait menti. Et maintenant, nous en savions toutes les deux plus qu'il ne le voulait. J'ai attendu 1 semaine de plus avant de confronter David. 1 semaine à le regarder jouer le rôle du mari dévoué, supportant ses tentatives de romantisme, ses excuses prudentes, ses performances de remords. 1 semaine à tout documenter, imprimer des relevés bancaires, copier des emails, organiser les dates et les transactions dans une chronologie qui racontait l'histoire que David ne voulait pas voir racontée. J'ai consulté un avocat discrètement, sous prétexte de gérer des affaires immobilières familiales. L'avocat a écouté attentivement tout ce que j'ai exposé, sans nom, sans mentionner David directement, et a donné des conseils qui ont confirmé mes soupçons. Ce que David faisait n'était pas seulement moralement répréhensible. Selon la façon dont les choses se déroulaient, c'était juridiquement douteux, peut-être frauduleux. L'avocat m'a donné les étapes que je devais suivre, les protections que je devais mettre en place. J'ai suivi chaque instruction attentivement. Et puis, un dimanche soir, où je savais que David n'irait nulle part, j'ai tout étalé sur la table de la salle à manger. Il était rentré d'un jogging, une nouvelle habitude qu'il avait prise, probablement un moment qu'il utilisait pour parler à Mélissa, et m'a trouvée assise là, entourée de documents. Je lis. Il s'est arrêté à la porte, la confusion sur son visage. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Assieds-toi, David. Quelque chose dans mon ton l'a figé, l'a fait regarder vraiment ce qu'il y avait sur la table. J'ai regardé la couleur quitter son visage alors qu'il reconnaissait ce qu'il voyait. Où as-tu eu ces trucs? Assieds-toi. Il s'est assis, ses yeux passant d'un papier à l'autre, son esprit s'emballant clairement pour construire une défense. Je ne lui ai pas laissé le temps d'en construire une. Relevé bancaire, dis-je en montrant la première pile, montrant des transferts de nos économies communes vers un compte auquel toi seul as accès. 8 mois de retraits réguliers. De petites sommes au début, puis plus grandes, toutes menant à un transfert programmé pour le 15 décembre, mon anniversaire, qui nettoiera la majeure partie de ce qui reste. Julie, je peux expliquer. Emails, continuai-je en montrant la pile suivante. Entre toi et ton soi-disant conseiller financier Marc Brunet, discutant de stratégies de protection d'actifs et de fenêtres de timing, et assure-toi que tout est transféré avant qu'elle ne remarque. Elle, c'est moi. La bouche de David s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Entrée d'agenda. J'ai continué avec tes réunions qui ne correspondaient pas à du vrai travail. Déjeuners avec Mélissa que tu as enregistré comme réunion client. Frais d'hôtel pour des nuits où tu disais travailler tard au bureau. Tu as fouillé dans mes affaires, dit-il, la voix s'élevant. Tu m'espionnes. Tu me voles. À nous, coupai-je, à la vie que nous avons partagée. Je n'ai rien volé. Alors explique ces transferts. Explique pourquoi tu as déplacé notre argent sans m'en parler. Il a passé ses mains dans ses cheveux, un geste que j'avais vu 1000 fois quand il était stressé. Mais cette fois, ça n'a suscité aucune sympathie, juste une froide observation. Je nous protégeais, dit-il enfin. Protéger nos actifs de quoi? Des fluctuations du marché. Julie. Arrête de mentir. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. Le masque de remords, d'inquiétude, s'est fissuré légèrement. Tu lui as parlé? Dit-il. Tu as parlé à Mélissa. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'elle t'a dit? Que tu lui as dit que notre mariage était fini, qu'on était séparés, que tu avais juste besoin de temps pour mettre les choses en ordre?
J'imagine que ce n'était pas lui montrer des photos de ta maison, parler d'un avenir ensemble, lui poser des questions sur sa situation financière. Sa mâchoire s'est serrée. Elle n'avait pas le droit. Elle avait tous les droits, dis-je. Tout comme j'ai tous les droits de savoir ce que mon mari planifie. Je ne planifierai rien, insista-t-il. Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. J'ai sorti un autre document, celui que j'avais gardé caché. Papiers de passe légaux, dis-je, déposé il y a 3 mois. Une restructuration notariale qui te donnerait le contrôle exclusif de certains biens en cas de divorce. Des biens qui devraient être possédés conjointement. Son visage était devenu complètement blanc. Je les ai signés, continuai-je. Tu as dit que c'était pour la planification successorale à des fins fiscales. Tu m'as pressé. Tu as dit qu'on devait les déposer avant la fin du trimestre. C'était légal, c'était conçu pour nous protéger, pas pour te faire du mal, pour te faire partir avec plus que ce que tu devrais quand tu partiras, quand tu demanderas le divorce. David s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est de la folie. Tu déformes tout, tu me fais passer pour une sorte de criminel. Prévoyais-tu de demander le divorce? Demandai-je calmement. Quoi? Question simple. Prévoyais-tu de me quitter? Il m'a regardé, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, et pour la première fois depuis que je le connaissais, il n'avait pas de réponse prête. Quand allais-tu le faire? Insistai-je. Après que le gros transfert soit passé, après avoir sécurisé tout ce que tu pouvais prendre, ou allais-tu attendre jusqu'à ce que Mélissa en ait marre d'attendre et te force la main? Tu ne comprends pas. Alors fais-moi comprendre, David. S'il te plaît, je t'en supplie. Donne-moi une seule réponse honnête. Il s'est détourné de moi, agrippant le dossier de sa chaise. Quand il a parlé, sa voix était différente. Plus dure, plus froide. Tu n'étais pas censé le découvrir comme ça. Les mots sont restés suspendus entre nous. Alors c'est vrai, dis-je. Tout ça. J'essayais de faire ça bien, dit-il, ne me regardant toujours pas. J'essayais de m'assurer qu'on puisse tous les deux s'en sortir. Bien, tous les deux indemnes, en me mentant, en volant notre argent, en construisant toute une vie séparée dans mon dos. Je ne volais pas. Comment tu appelles ça? Il s'est retourné alors, et pour la première fois, j'ai vu une vraie colère sur son visage. Pas de la panique, pas des remords, de la colère. J'ai construit notre vie, dit-il. J'ai travaillé 60 heures par semaine. J'ai ramené le gros salaire. J'ai fait les investissements qui ont fait fructifier nos économies. Alors oui, j'ai déplacé de l'argent. Je protégeais ce que j'ai gagné. Ce que nous avons gagné, corrigeai-je. Ce que nous avons construit, ce que nous avons économisé ensemble. Tu ne comprends pas, dit-il. Tu n'as jamais compris. J'ai porté ce mariage pendant des années. Je t'ai porté. Les mots ont frappé comme un coup physique. Tu m'as porté, répétai-je. Je veux dire. Non, dis-le. Dis ce que tu penses vraiment. Il m'a regardé et quelque chose de laid a traversé son visage. Bien. Tu veux de l'honnêteté? Je suis malheureux depuis longtemps. Je suis resté parce que c'était plus facile que de partir. Je ne voulais pas être le méchant. Mais ensuite, j'ai rencontré Mélissa. Et elle m'a rappelé ce que ça fait de vouloir vraiment être avec quelqu'un. Donc, tu as décidé de partir, dis-je, mais pas avant d'avoir pris tout ce que tu pouvais prendre. Je ne prenais pas tout. Je prenais ce que je méritais. En nous mentant à toutes les deux, en manipulant nos finances, en déposant des documents légaux sous de faux prétextes. Ça s'appelle protéger mes intérêts, rétorqua-t-il. Les gens font ça tous les jours. Les gens ne trahissent pas leur conjoint tous les jours. Si, il a ri. Un son dur. Julie, réveille-toi. Réveille-toi. La moitié des couples qu'on connaît sont malheureux. Ils le cachent juste mieux que la plupart. Donc ça rend la situation normale, ça rend ça juste. Je me suis levée alors, rassemblant les papiers devant moi. Tu as raison sur une chose. J'étais été naïve. Je t'ai fait totalement confiance. Je n'ai rien remis en question parce que je pensais qu'on était partenaires. On l'était. On ne l'était pas. Le partenariat demande de l'honnêteté, de la confiance. Tu planifiais une stratégie de sortie tout en faisant semblant que tout allait bien depuis des mois. J'essayais de minimiser les dégâts. Tu essayais de minimiser les conséquences, dis-je. Pour toi-même. J'ai marché vers lui et il a effectivement fait un pas en arrière. Voici comment ça va se passer quand... Oh, dis-je doucement. J'ai déjà gelé nos comptes joints, j'ai déposé des documents légaux protégeant ma part de nos actifs. J'ai documenté tout ce que tu as fait.
chaque transfert, chaque mensonge. Ses yeux se sont écarquillés. Tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait. J'ai parlé à un avocat, plusieurs avocats, en fait. Ils étaient très intéressés par les papiers que tu m'as fait signer, les transferts faits sans explication, les schémas suggérant une fraude financière. Ce n'était pas de la fraude. Laisse le tribunal en décider. Son visage est devenu rouge. Tu me menaces. Je me protège. Enfin, c'est des conneries. Julie, tu réagis trop fort. On peut encore arranger les choses. On peut régler ça. Non, dis-je simplement. On ne peut pas. Et Mélissa, demanda-t-il, tu penses qu'elle est innocente là-dedans? Elle savait que j'étais mariée. On lui a dit que notre mariage était fini. On lui a menti, tout comme on m'a menti. Donc tu la défends maintenant? Je dis les faits. C'est toi qui nous as menti à toutes les deux. L'expression de David s'est tordue en quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Tu penses que tu es si parfaite? Dit-il. Si irréprochable. Tu es froide, Julie. Tu es froide depuis des années, distante. J'étais seule dans mon propre mariage. Alors tu aurais dû m'en parler. On aurait pu aller voir un conseiller. On aurait pu essayer d'arranger les choses. Je ne voulais pas arranger, dit-il. Je voulais sortir. Les mots se sont posés entre nous, définitifs et irréversibles. Alors sors, dis-je. Fais tes valises. Je veux que tu partes ce soir. C'est aussi ma maison. En fait, l'acte est à mon nom. Une autre chose que tu as oublié de vérifier pendant que tu étais si occupé à planifier ta sortie. Quelques faits de base. Ça l'a figé. Quoi? Mes parents ont fait l'apport. Le titre de propriété est à mon nom. Tu vis chez moi, David. J'ai regardé pendant qu'il assimilait l'information, les calculs tournant derrière ses yeux, alors qu'il réalisait qu'il y avait des trous dans son plan soigné qu'il n'avait pas pris en compte. Tu ne peux pas juste me virer. Je peux, je l'ai fait. Les serrures seront changées demain. Julie, j'ai levé la main. Une phrase, David. Tu as une phrase de plus. Choisis-la bien. Il m'a regardé, respirant fort, et j'ai vu qu'il parcourait les options. Colère, supplication, justification, mais quelque chose dans mon expression a dû lui dire que c'était fini. Quand il a finalement parlé, sa voix sonnait plate, vaincue. « Tu vas le regretter. »« Non, dis-je, vraiment pas. » Je suis passée devant lui, le laissant seul avec toutes les preuves de sa trahison éparpillées sur notre table de salle à manger. En moins d'une heure, je l'ai entendu bouger à l'étage, faire ses valises. Quand il est finalement parti avec une valise à la main, il a hésité à la porte. « Je t'appellerai, dit-il, quand tu seras calmé, quand tu pourras penser clairement. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé sa sortie, regardé monter dans sa voiture et s'éloigner. La maison a semblé vide après son départ, mais pas d'une mauvaise manière. D'une manière propre, comme si quelque chose de toxique avait été enlevé et que je pouvais enfin respirer. 3 semaines plus tard, je me suis retrouvée assise dans ce même café où tout avait changé. L'orage était passé depuis longtemps, laissant derrière lui un ciel clair et un air frais d'hiver. La lumière du soleil filtrant par les fenêtres était chaude et dorée, transformant l'espace en quelque chose de complètement différent du refuge ombragé où je m'étais terrée cette nuit pluvieuse. J'ai commandé le même thé que j'avais commandé avant. J'ai trouvé une table près de la fenêtre au lieu de la banquette d'angle où j'avais trouvé David et Mélissa. Cette banquette était maintenant occupée par un jeune couple. Ils riaient sur leur téléphone, complètement inconscients du drame qui s'était déroulé au même endroit des semaines plus tôt. La vie continuait. Les lieux gardaient des souvenirs, mais ne m'étaient pas figés dedans. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert le document sur lequel je travaillais. Tableau de planification financière, annonce d'appartements à louer, un budget plus serré que ceux à quoi j'étais habituée, mais entièrement le mien. La procédure de divorce avançait. David avait engagé un avocat qui essayait toutes les voies pour contester mes affirmations, mais les preuves étaient accablantes. Les transferts, le compte secret, les documents légaux déposés sous de faux prétextes, tout peignait un tableau clair. David était furieux au début.
lançant des menaces, envoyant de longs emails expliquant comment j'avais tout mal compris. Mais à mesure que le processus légal avançait et que son avocat expliquait exactement à quel point il était dans le pétrin, le ton de ses messages a changé. Le dernier message que j'ai reçu hier était presque pathétique. « Julie, s'il te plaît, on peut parler? J'ai fait des erreurs, mais je n'ai jamais voulu te blesser. Je tiens encore à toi. On ne peut pas trouver un moyen de régler ça? » Je l'ai supprimé sans répondre. La porte du café s'est ouverte et instinctivement, j'ai levé les yeux. Une femme est entrée, cheveux bruns, veste large, et pendant une seconde, mon cœur a sauté. Mais ce n'était pas Mélissa, juste quelqu'un qui lui ressemblait. Je n'avais plus entendu parler de Mélissa depuis notre conversation au parc. J'avais pensé à la contacter, à vérifier, mais j'ai décidé que non. Nous nous étions donné ce dont nous avions besoin. Vérité, clarté, la confirmation que nous n'étions pas folles de nous sentir trahis. Plus semblait inutile. J'espère qu'elle va bien. J'espère qu'elle a appris les mêmes leçons que moi sur la confiance et l'autoprotection et le fait de ne pas laisser quelqu'un d'autre écrire son histoire. Mon téléphone a vibré. Un message de Rachel. « Café cette semaine? Je veux savoir comment ça se passe. » J'ai souri et répondu. « Oui, je te raconterai toute cette fois. » Ces 3 dernières semaines, j'apprenais des choses sur moi-même que j'avais oubliées. J'étais plus forte que je ne le pensais, plus capable. Pendant des années, je m'étais reposée sur David, le laissant gérer les finances et les grandes décisions, me convainquant que j'avais besoin de lui pour ça. Mais ce n'était pas le cas. J'avais gelé les comptes, déposé des documents légaux, rencontré des avocats et restructuré toute ma vie financière sans son intervention. Et je l'avais bien faite. La maison était à moi maintenant, vraiment à moi. Je pensais la vendre quand même. Trop de souvenirs, trop de pièces résonnant de conversations qui s'étaient révélées être des mensonges. Je regardais des appartements en centre-ville, des espaces plus petits, des endroits où je pourrais recommencer à zéro, construire quelque chose de nouveau qui soit juste à moi. Ma famille avait été d'un soutien prudent. Ils n'avaient jamais vraiment aimé David. J'avais réalisé qu'ils avaient été trop polis pour le dire. On fait confiance à ton jugement. C'était ce qu'ils avaient toujours dit quand je demandais leur avis sur lui. Maintenant, ma mère disait des choses comme « Tu mérites quelqu'un qui ne te fait pas remettre en question ta réalité. » Et mon père, avec sa franchise habituelle, avait juste dit « Il était temps. » Le travail était devenu un refuge. Mes collègues savaient qu'il se passait quelque chose. J'avais été distraite, prenant des appels d'avocats, partant tôt pour des rendez-vous qui n'avaient rien à voir avec nos projets. Mais ils avaient été gentils à ce sujet, me couvrant toutes comme j'avais couvert Sandrine cette nuit-là, la nuit qui a tout changé. Si je n'avais pas été en retard pour Sandrine, s'il n'y avait pas eu d'orage, si je n'étais pas entrée dans ce parking de café, je vivrais encore un mensonge. Je ferais encore confiance à David. Je signerais encore des documents que je n'ai pas lus et je croirais à des histoires qui ne tiennent pas debout. Une partie de moi souhaitait ne jamais l'avoir découvert. Pouvoir continuer à vivre dans une ignorance confortable, ne sachant jamais ce qui se passait dans mon dos. Mais cette partie devenait plus petite chaque jour. La vérité avait fait mal. Dieu, ça avait fait mal. Mais l'alternative aurait été pire. Le plan minutieux de David aurait fini par payer. Quand le moment aurait été bon pour lui, il serait parti avec autant d'argent sécurisé que possible, me laissant non préparée et impuissante. Au moins maintenant, j'avais de l'autonomie, de la connaissance, du contrôle sur ma vie. La serveuse a appelé la commande de quelqu'un et j'ai levé les yeux. C'était la même femme qui travaillait cette nuit d'orage. Nos yeux se sont croisés et elle a souri, un petit geste de reconnaissance. Je me suis demandé si elle se souvenait de moi, la femme qui était entrée de la pluie et avait découvert que sa vie s'effondrait. Probablement pas. Elle voyait des douzaines de personnes chaque jour. Pour elle, j'étais juste une autre cliente. Mais pour moi, ce café était devenu tout autre chose. Pas un lieu de trahison, mais un lieu de réveil. Le moment où j'avais arrêté d'être somnambule dans ma propre vie. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message, cette fois de mon avocat. Document signé par David. L'accord préliminaire avance. Appelez quand vous pouvez. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Soulagement peut-être. Ou juste l'épuisement qui cédait enfin. C'était presque fini. Au moins la partie légale. La partie émotionnelle prendrait plus de temps. Je le savais.
J'avais déjà commencé à voir un thérapeute, quelqu'un spécialisé dans la trahison et la reconstruction de la confiance, pas seulement envers les autres, mais envers soi-même. « Vous n'êtes pas brisé », avait-elle dit lors de notre première séance. « Vous êtes blessé. Il y a une différence. » J'apprenais à y croire. Une notification est apparue sur mon ordinateur portable. Un email d'une entreprise à laquelle j'avais postulé il y a 2 semaines. Je cherchais du travail tranquillement, pas parce que j'avais besoin de quitter mon poste actuel, mais parce que je voulais faire quelque chose de différent, quelque chose qui ressemblait à un mouvement vers l'avant. J'ai ouvert l'email. Nous aimerions fixer un entretien. J'ai souri. J'ai vraiment souri. Un vrai sourire qui a atteint mes yeux et semblait réel. Progrès. Petit, mais réel. J'ai passé 1 heure de plus au café, travaillant sur mon ordinateur, sirotant mon thé désormais tiède, regardant les gens aller et venir. Une mère avec son enfant, un couple âgé partageant une pâtisserie, un groupe d'étudiants révisant pour des examens, tous vivant leur vie compliquée, tous portant leurs histoires. Je me suis demandé combien d'entre eux avaient eu un moment comme le mien, un moment où tout ce qu'ils pensaient savoir s'était brisé et réassemblé en quelque chose de complètement différent, probablement plus que je ne l'imaginais. Quand j'ai finalement rassemblé mes affaires et me suis levée, j'ai regardé le café une dernière fois. La banquette d'angle où j'avais trouvé David et Melissa était vide maintenant. La lumière de l'après-midi frappait en biais par les fenêtres, rendant l'espace chaud et doré. C'était juste un café, un endroit où les gens venaient pour le café, le confort et l'abri contre les tempêtes. Mais c'était aussi l'endroit où ma vie s'était divisée en un avant et un après. Je suis sortie dans l'après-midi frais d'hiver. L'air était froid mais propre. Le ciel laisse le faire. Je n'avais plus besoin de contrôler son histoire. J'avais juste besoin de vivre la mienne. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai marché dans la maison vide. Vide parce que David était parti, mais aussi vide parce que j'avais commencé à emballer des choses. Vieilles photos, cadeaux de mariage que nous avions reçus, meubles que nous avions choisis ensemble. Je gardais ce qui semblait juste, je laissais ce qui ne l'était pas. La maison serait mise en vente au printemps. D'ici l'été, je serais dans un nouvel endroit, un endroit où sa voix ne résonnait pas et qui ne contenait pas de souvenirs que j'apprenais encore à catégoriser. J'ai préparé le dîner pour une personne, quelque chose de simple, quelque chose que j'aimais vraiment au lieu des repas compliqués que David préférait toujours. J'ai mangé au comptoir au lieu de la table de la salle à manger. J'ai regardé une série qu'il détestait. Je suis allée au lit tôt parce que j'étais fatiguée, pas parce que j'évitais quelque chose. Et pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, j'ai dormi toute la nuit sans interruption. Pas de cauchemar sur la trahison, pas d'inquiétude sur ce qui allait se passer ensuite. Juste un sommeil profond et sans rêve. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux. Un nouveau jour, une page blanche. Je me suis levée, j'ai fait du café et j'ai ouvert mon ordinateur pour vérifier à nouveau les annonces d'appartements à louer. Il y en avait un que j'avais sauvegardé, un petit endroit avec de grandes fenêtres, du parquet et un balcon qui donnait sur la ville. C'était plus que ce que j'avais prévu de dépenser, mais il y avait quelque chose qui semblait juste. J'ai fixé un rendez-vous pour le voir cet après-midi-là. Puis j'ai rappelé Rachel et nous avons prévu un café pour le week-end. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit que j'allais bien, vraiment bien, pas juste en parole. Quand je suis sortie pour aller voir l'appartement, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Pas un espoir naïf que tout serait parfait, pas un espoir désespéré que David annulerait d'une manière ou d'une autre ce qu'il avait fait. Juste un espoir calme, constant, que je pouvais construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête, quelque chose qui était à moi. L'appartement était encore mieux en vrai. Plein de lumière et aéré, avec une vue sur la ville qui m'a coupé le souffle. « Je le prends ?» ai-je dit au propriétaire. Il a souri. « Vous ne voulez pas y réfléchir ?»« Non, dis-je. J'ai assez réfléchi. C'est le bon. J'ai signé le bail ce jour-là. J'ai donné préavis que je vendrais ma maison. J'ai commencé à faire des listes de ce qu'il fallait déplacer, ce qu'il fallait donner, ce qu'il fallait laisser derrière. Une semaine plus tard, je suis retournée au café une dernière fois. Pas parce que j'en avais besoin, pas parce que je cherchais une conclusion ou un sens ou un moment final dramatique, juste parce que je voulais une bonne tasse de thé.
J'ai trouvé ma table habituelle près de la fenêtre et je me suis assise avec un livre que je voulais lire depuis des mois. Le café était occupé, mais confortable. Le même jazz doux jouait au-dessus. Le même air chaud, parfumé au café, m'enveloppait. Et assise là à lire et à siroter mon thé, j'ai réalisé quelque chose d'important. Cet endroit n'était pas spécial à cause de ce qui s'était passé ici. Ce n'était pas sacré ou maudit ou marqué par le destin. C'était juste un café. Et j'étais juste une personne qui était entrée d'un orage et avait découvert que parfois la pire chose qui puisse vous arriver est aussi la chose qui vous sauve. J'ai fini mon thé, fermé mon livre et je suis sortie dans le soleil de l'après-midi. L'orage était passé et j'étais toujours debout plus forte qu'avant, prête pour quoi que ce soit qui vienne ensuite. Si quelqu'un en qui vous aviez totalement confiance cachait quelque chose d'aussi énorme, voudriez-vous le savoir même si la vérité détruisait tout ce que vous pensiez avoir? Si cette histoire vous a plu et que vous voulez plus d'histoires sur les choix difficiles qui changent nos vies pour toujours, abonnez-vous.